Bonjour à tous, je fais ici une petite vidéo de thermochimie sur la méthode de calcul d'une température de flamme. Donc ici on s'intéresse à la combustion du monoxyde de carbone, décrite par la réaction 2CO plus O2 égale CO2, une réaction totale. On nous donne l'enthalpie de réaction, on nous donne les capacités molaires de chacune des espèces, et on va essayer de calculer ce qu'on appelle une température de flamme. Alors déjà peut-être repréciser ce qu'est une température de flamme. Eh bien, une température de flamme, c'est une température de fin de réaction dans le cas où la transformation est adiabatique. Température de fin de réaction pour une transformation adiabatique. Donc on a deux cas très fréquents. On a le cas où on a des parois qui sont calorifugées. Par exemple, vous avez une enceinte aux parois qui ne permettent pas les transferts thermiques avec l'extérieur. Et vous avez le cas des réactions qui sont extrêmement rapides. Et les réactions extrêmement rapides ne permettent pas les échanges thermiques rapides, qui ne permettent pas aux échanges thermiques de se faire avec l'extérieur, si bien qu'on peut considérer les transformations adiabatiques. Et donc quand vous avez une transformation qui est adiabatique, eh bien, la chaleur ne peut pas s'évacuer vers l'extérieur. La chaleur ne peut pas s'évacuer. Et donc, si la réaction est exothermique, eh bien, cette chaleur est gardée ou est captée par le milieu réactionnel qui s'échauffe nécessairement. Ou se refroidit, évidemment, si la réaction est endothermique. Donc on va regarder un petit peu cela dans le cas de la combustion du monoxyde de carbone. Donc on me donne l'enthalpie de réaction ici qui est négative. Donc évidemment la réaction ici, delta RH rond est négative, donc la réaction est exothermique. Et donc on va avoir une température finale qui va être plus grande que la température de départ. On a le milieu réactionnel qui va s'échauffer. Donc maintenant, on réalise la transformation en utilisant du dioxygène pur apporté dans les conditions stoichiométriques. Quelle est la quantité de matière de dioxygène utilisée? Calculée à la température de flamme adiabatique. Donc on va regarder un petit peu ce qui se passe. Donc on a une réaction sous la forme 2CO plus O2 donne CO2. 2CO2. Et on part de N0 mol dans l'état initial. N0 mol de dioxyde de carbone. Et comme on est dans les conditions stoichiométrique, proportion stoichiométrique, eh bien, on sait que N de CO initial sur son coefficient stoichiométrique qui est 2 est égal à N de O2 sur 1. Et donc, on en déduit que N de O2 est égal à N de CO divisé par 2. Donc ici, on part de N0 sur 2 mol de dioxygène. Et on part de 0 en CO2. Et donc, dans l'état final, comme la réaction est totale, eh bien, les réactifs vont être consommés. Donc, on va avoir N0 moins 2 xi qui va être égal à 0. Donc, xi qui va être égal à N0 sur 2. Si bien qu'on va se retrouver avec 0 de chaque côté et 2 fois N0 sur 2, c'est-à-dire N0 dans l'état final. Donc, voilà ce qu'on a comme tableau d'avancement. Et donc, finalement, on part d'un état initial dans lequel la température c'est TI, qui vaut ici 298 Kelvin, qu'on va appeler T0, dans lequel j'ai mes espèces chimiques, CO j'en ai N0, O2 j'en ai N0 sur 2, et CO2 j'en ai 0. Et ensuite j'arrive dans un état final, ici, pour lequel la température finale est inconnue et pour lequel en monoxyde de carbone j'en ai 0, en O2 j'en ai 0 et en CO2 j'en ai formé N0. Et le but c'est de calculer ici la température finale de ce milieu réactionnel. Donc pour cela on va céder des informations de l'énoncé. Ici la température de flamme correspond à une transformation qui est isobare. Donc comme la transformation est isobare, on a sur cette transformation delta H qui est égal à Q. Et comme c'est adiabatique, eh bien, ça va être égal à 0. Donc la première égalité, ça vient de l'isobare. La deuxième, ça vient de la diabaticité de la transformation.
Donc on se retrouve avec delta H égale 0, et on sait que delta H ne dépend pas du chemin suivi, puisque c'est une fonction d'état. Donc on imagine un chemin fictif, un petit peu comme ce qu'on a pu faire en thermodynamique physique, dans différentes situations, de l'état initial vers l'état final. Donc là, ce qui se passe, le problème que j'ai, c'est que j'ai à la fois une transformation chimique en orange et à la fois une élévation de température en rouge. Et je ne sais pas gérer les deux à la fois. Par contre, je sais très bien gérer le cas d'une transformation chimique de manière isobar, isotherme. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais introduire un état intermédiaire dans lequel la température de l'état intermédiaire sera encore égale à T0, et par contre pour lequel j'aurai fait la réaction chimique, c'est-à-dire que j'aurai consommé mon monoxyde de carbone, consommé mon dioxygène et formé mon CO2. L'avantage, c'est que cette transformation, c'est une réaction isobar, isotherme. Et ça, je sais gérer en chimie les réactions isobar, isotherme. Et ensuite, eh bien ici, je n'ai plus de réaction, la réaction a été faite. Donc là, j'ai simplement un échauffement du milieu réactionnel. Et donc, si j'appelle 1 et 2 les transformations ici, je me retrouve avec delta H qui est égal à delta H1 plus delta H2. Et je vais calculer séparément delta H1 et delta H2. Donc delta H1, c'est le delta H de la réaction chimique. Isobar, isotherme. Donc on en déduit que delta H1, c'est égal à delta RH rond fois le ximax de la réaction, c'est-à-dire ici N0 sur 2. Donc c'est égal à N0 sur 2 fois delta RH rond. Ça, c'est une formule de cours que vous devez absolument connaître par cœur. Xi delta RH pour une réaction isobar et isotherme. Donc j'ai assez facilement calculé le premier delta H. Et donc je vais calculer maintenant le deuxième delta H qui correspond à un échauffement d'un système, d'un milieu réactionnel, mais sans réaction chimique. Donc là, c'est un delta H qui correspond à un delta H plus physique, donc delta H2. Ça va simplement être égal par extensivité à la somme sur I appartenant au système des delta HI, c'est-à-dire, comme on a des composés ici qui sont gazeux, la somme sur I des CPMI delta T. Et les capacités me sont données ici dans l'énoncé. Voilà. Comme la transformation se fait sous pression 1 bar, on utilise ici les capacités qui sont des capacités standards données sous 1 bar. Donc on suppose évidemment pour avoir cette formule que les CPMI ne dépendent pas de T. Sinon on ne pourrait pas avoir cette formule, évidemment. Et donc, ici, on va se retrouver avec delta H2 qui va être égal aux espèces qui me restent à réchauffer. Et ici, on a seulement CO2. Donc, c'est la capacité molaire du CO2 fois la quantité de matière du CO2 que j'ai à réchauffer, N0, fois delta T. Les autres espèces, comme vous le voyez dans le tableau d'avancement, j'en ai pas de quantité de matière, donc forcément, le N fois CPM fait 0. Ici, on ne parle pas d'enceinte. Il pourrait évidemment y avoir la capacité les parois de l'enceinte à réchauffer si on me donnait la capacité thermique de l'enceinte. Donc ici, on ne me la donne pas, donc c'est qu'on suppose que soit la capacité est négligeable, soit ça se passe dans un réacteur ouvert. Et donc, maintenant en déduire la température de flamme adiabatique, puisque j'ai mon delta H2 ici qui vaut tout simplement N0 CPM de CO2 fois delta T. Donc on se retrouve avec 0 qui est égal à N0 sur 2 delta RH standard plus CPM rond de CO2 N0 fois delta T. Les N0 se simplifient et j'en déduis que delta T, c'est rien d'autre que TF moins TI, T final moins T initial, et donc j'en déduis que T final est égal à T initial
moins delta RH standard sur 2 CPM standard de CO2. Et je peux faire l'application numérique. TI, c'était T0, plutôt que... Voilà, donc, ça fait 298 pour T0, moins delta RH rond, mais delta RH rond est négatif, donc ça fait plus. Je mets bien en joules, 565 000, divisé par 2 fois la capacité du CO2, donc 2 fois 29,5. Et donc je tombe sur 9874, ce qui est une température bien sûr trop grande, donc 9,87, 10 puissance 3 Kelvin. Donc ici on a une température très élevée. Et donc dans un second temps, on va essayer de regarder un petit peu une combustion un peu plus réelle, une combustion faite avec de l'air. Donc cette fois-ci, on utilise de l'air, tel qu'on a initialement 2 N0 mol de dioxygène dans le réacteur. Donc ici, on utilise de l'air, attention. Donc on utilise de l'air constitué en mol de 80% de N2 et de 20% de O2. Donc si on a NO2 qui est égal à 2N, eh bien on a N de N2 ici qu'on peut évaluer puisqu'on a 2N0 mol de dioxygène dans le réacteur. N de O2, ça c'est égal à 0,2 fois la quantité de matière d'air. Donc je peux en déduire la quantité de matière d'air qui est égale à 2N0 divisé par 0,2, c'est-à-dire 10 N0, puis je peux en déduire la quantité de matière de N2, qui vaut donc 0,8 N0, autrement dit, eh bien ici, 0,8 NR, pardon, donc 8 N0. Donc maintenant, je vais devoir prendre en compte, on doit prendre en compte N2, qui est certes inerte, qui ne participe pas à la réaction, mais que je dois réchauffer. Mais qui va s'échauffer, évidemment. Donc, maintenant, on va écrire notre réaction de combustion. On a toujours CO plus O2 égale CO2. C'était 2CO. Je vais reprendre la réaction de départ. 2CO plus O2 égale 2CO2. Le tout gazeux. Dans l'état initial, on a toujours notre N0 mol de CO. C'était N0 ici. Mol de CO. Voilà. Et maintenant, on a 2 N0 mol de dioxygène. Et je vais rajouter dans un coin de tableau le N2 gazeux pour ne pas l'oublier. Participe pas à la réaction, mais je sais que j'en ai 8 N0 au départ et 8 N0 à la fin. Sa quantité ne varie pas dans la mesure où il ne participe pas à la réaction. Je sais toujours que mon réactif limitant va être le CO ici, donc Ximax va être de nouveau égal à N0 sur 2, ça n'a pas changé. Et donc, je vais me retrouver ici avec un Ximax qui vaut N0 sur 2. Donc ici, il va me rester 2 N0 moins N0 sur 2, c'est-à-dire 3,5 de N0. Et ici, il va me rester N0. Donc voilà l'état final. Et donc, je reprends mon petit schéma que j'ai fait tout à l'heure. Je ne vais pas tout refaire. Simplement, on va rajouter une petite case pour le diazote. Ne pas se tromper. Donc, je vais faire un petit peu de place. Donc là, j'ai CO2, j'en avais 0. J'ai N2 où j'en ai 8 N0. Et ce qui change, c'est que O2, j'en ai 2 N0. Donc là, ce qui va changer, c'est que c'est CO pour lequel j'en ai plus, mais il me reste du O2. 3,5 de N0. N0. N2, il va m'en rester toujours 8 N0. Et dans l'état final ici, voilà, si on résume un petit peu, on a CO qui en a plus, O2 qui en reste 3,5 de N0, N2 qui est 8 N0 et CO2 qui vaut N0. Et donc de cette manière-là, j'ai toujours delta H1 qui est égal à Ximax delta RH rond, ça ne change pas.
qui est donc égal à N0 sur 2 delta RH standard. Ça ne change pas. Et par contre, delta H2, qui est égal à la somme sur I appartenant au système des CPMI rond delta T, et bien là, par contre, il faut que je sépare tout ce qui me reste. J'ai donc 3 demi de N0 fois CPM standard de O2 plus N0 CPM standard de CO2 fois delta T plus 8N0 CPM standard de N2, le tout que multiplie delta T. Et donc je peux factoriser par N0. N0, je vais le sortir, de manière à pouvoir calculer numériquement ce résultat ici. Ça, je peux en faire le calcul. 3,5 de CPM rond de O2. Donc ça fait 1,5 fois 30, plus 8 fois 29,2, plus 40. Et ça me fait 318,6 en joule mol moins 1, Kelvin moins 1. Et donc maintenant, on a toujours que delta H1 plus delta H2 égale 0. Donc ça, je vais l'appeler grand C molaire, capacité molaire totale. Et donc je me retrouve avec N0 sur 2 delta RH standard, plus N0 grand C molaire T final moins T initial égale 0. Et donc j'obtiens que T final, les N0 se simplifient encore, est égal à T initial moins delta RH rond sur 2 fois la capacité molaire totale, avec TI qui valait T0, donc 298. Donc ça fait 298 plus, c'était 565 000 divisé par 2 fois 318,6. Et on tombe sur 1185 Kelvin, ce qui est une température beaucoup plus acceptable ici. Donc voilà pour cette vidéo. J'ai bien pris mon temps dans l'explication de la méthode de la température de flamme. C'est quelque chose de très important qui tombe tous les ans au concours. Vous devez tous savoir calculer une température de flamme, soit en proportion stoichiométrique, soit en excès d'air. Donc ici, on a vu les deux cas, qui sont vraiment les deux cas les plus fréquents qui tombent au concours. Donc j'espère que c'était clair, que ça vous a plu. N'hésitez pas à me le dire si ça vous plaît. Et s'il y a des questions, mettez-les en commentaire.